Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un chapitre portant sur la prospection commerciale et l'organisation des tournées du vendeur ou d'un commercial. On le sait tous que le processus de vente d'une entreprise est éclaté en un ensemble d'étapes. Il y a la prospection, tout ce qui est avant la vente, la recherche de clients potentiels, de prospects, etc. La vente à proprement parler, la négociation et la conclusion des contrats. Et une dernière étape, c'est le suivi de la prévente et la fidélisation de la clientèle. Cependant, l'ensemble de ce processus commence par une étape qui est fondamentale, à savoir la prospection. La prospection constitue donc le nerf de guerre de l'entreprise. Si je réussis bien ma prospection, je vais pouvoir atteindre mes objectifs et donc me développer de manière économique, saine et rentable. C'est quoi la prospection? En quoi consiste effectivement cette activité de prospection? On préfère parler de prospection commerciale parce qu'il y a différents types de prospection. Ce qui nous intéresse, c'est à la recherche de clients qui pourront consommer, utiliser, acheter mon produit. Les objectifs de la prospection peuvent être multiples. Première chose, je peux vérifier, évaluer le potentiel des différents clients et analyser leurs besoins. Ça va me permettre aussi de présenter l'entreprise, les produits de l'entreprise, les différents services de l'entreprise. Et enfin, si la situation le permet, transformer ce client prospect en un client effectif. Réaliser des ventes et décrocher des commandes. Pour rappel, qu'est-ce qu'on entend par marché potentiel? C'est tout simplement une estimation du maximum que je peux vendre. Quel est le maximum de ventes qu'une entreprise peut réaliser? Quel est le maximum de clients que je peux cibler? Si on considère que notre marché est divisé en deux catégories, il y a les gens qui consomment et les gens qui ne consomment pas. Je vends des téléphones, il y a des gens qui ont le téléphone, d'autres qui n'ont pas de téléphone. Parmi les consommateurs des produits, il y a des gens qui consomment le produit de l'entreprise, qui sont déjà des clients de l'entreprise, mais il y a aussi des consommateurs qui consomment les produits des concurrents. Et donc, que je voudrais éventuellement rechercher ou transformer en clients. Par contre, au niveau des non-consommateurs, on retrouve deux catégories aussi. Des non-consommateurs absolus, c'est des gens qui n'achèteront jamais un téléphone, ou des consommateurs ou des non-consommateurs relatifs, c'est des gens qui ont des empêchements pour pouvoir acquérir le bien ou acheter le bien ou consommer le bien, mais peut-être que ces conditions ou ces éléments qui les empêchent ne sont pas catégoriques, ils peuvent évoluer vers des consommateurs par la suite. Donc, le rôle du commercial, c'est d'analyser effectivement ce marché, d'identifier les consommateurs des non-consommateurs, fidéliser les clients, voler une partie des clients des concurrents, transformer une partie des non-consommateurs relatifs en consommateurs de l'entreprise, ce qui nous permettra effectivement de définir notre marché potentiel. Les actions vont être différentes. Mes clients, je les fidélise. Les clients des concurrents, je vais essayer de les transformer, de les convaincre que mon produit est meilleur, alors que les clients ou les non-consommateurs relatifs, je vais éventuellement pouvoir agir sur eux pour adapter peut-être l'offre à leurs demandes ou à leurs besoins. Les objectifs donc de la prospection vont être multiples, différents objectifs. Première chose, ça peut être une prospection en vue de vente ou de la commercialisation d'un nouveau produit. L'entreprise met en place un nouveau produit, un nouveau service, un bien nouveau, et donc elle va chercher à le commercialiser, à le placer sur le marché. Peut-être que c'est pour toucher une nouvelle cible. Au préalable, je m'adressais uniquement aux particuliers. Peut-être que maintenant, il faudrait que je cible les entreprises, les administrations. Donc ça peut être une autre cible ou une nouvelle cible. Troisième objectif, il peut être une nouvelle zone géographique. Initialement, on était installé dans la ville A. Maintenant, je voudrais cibler la deuxième ville B. Ou dans le quartier 1, maintenant, je chercherai un deuxième quartier. Ou tout simplement chercher à relancer des clients. La prospection, c'est aussi revisiter les clients potentiels ou les clients actuels afin de les relancer pour pouvoir reconsommer le produit. Tout ceci ne se fait pas de manière anarchique. Il doit être intégré dans un objectif global, dans une stratégie globale de la gestion commerciale de l'entreprise. En effet, le service marketing est appelé à cibler les clients, cibler les secteurs, cibler les marchés
et donc identifier les cibles de l'entreprise et identifier les moyens qui vont nous permettre de réaliser cette activité. Déplacement, frais, moyens, et le produit pour démonstration, le prospectus, et ainsi de suite. Un élément préalable à la réalisation de cette prospection, avant même de se dire je vais me lancer dans la prospection, je vais commencer à chercher des clients, il y a un certain nombre de questions qui vont se poser et auxquelles il faudrait que j'apporte certaines réponses. Qui prospecter? Où sont mes prospects? Combien ils sont? Il faudrait donc que j'identifie la nature même de la cible, que j'essaie de la positionner géographiquement, que j'essaie de la quantifier, de la qualifier, et donc pour pouvoir estimer le marché potentiel de l'entreprise. Pour réaliser ce travail, différentes sources d'informations existent. Ça peut être des sources internes, utiliser l'information comptable, utiliser l'historique commercial de l'entreprise, les clients, leur emplacement, leur adresse, mais aussi utiliser des sources externes, chambres de commerce et d'industrie, associations professionnelles, Compass, etc., etc. Mais aussi, il faudrait savoir s'il s'agit par exemple d'entreprises, qui prend la décision d'acheter? Est-ce qu'il faut contacter le magasinier qui va enregistrer ou le responsable administratif ou directeur financier qui va prendre la décision d'achat? Comment prospecter? Quelles sont les différentes techniques que je dois utiliser? Est-ce qu'il y a une seule ou plusieurs méthodes d'organisation de mon travail ou d'organisation de mon itinéraire de travail ou de prospection? Quels sont les objectifs à atteindre? Informer, convaincre, vendre, relancer? Et là, effectivement, il faudrait que je mette en place des outils me permettant de réaliser ces objectifs. Quand prospecter? À quel moment? Quelle période? Début de semaine, fin de semaine, début de journée, fin de journée, début du mois, fin du mois? Tous ces éléments-là doivent être analysés et pour lesquels il faudrait apporter un certain nombre de réponses. Et enfin, je pourrais répondre à la question comment je vais m'organiser pour cibler cette qualité de clientèle, cette quantité de clientèle, comment je vais l'utiliser, quelles techniques je vais utiliser, quels sont les moyens et les objectifs par catégorie. Tout ceci, effectivement, est un préalable à la réalisation de l'opération de prospection. Premier élément, une fois que je décide de réaliser ma prospection, où j'ai l'information et les objectifs de réalisation de la prospection, la prise de contact constitue un élément fondamental. On dit toujours qu'on n'a jamais une seconde chance pour donner une première impression. Et donc, plus le contact est réussi, ou le premier contact est réussi, plus le commercial a de chances pour atteindre ses objectifs et de conclure la vente. De plus ce taux de contact est important, plus la rentabilité du commercial est importante. La réalisation de ces contacts peut se faire selon différentes manières. Première chose, un contact direct, un contact annoncé et un contact convenu. Quelle est la différence entre ces trois types de contacts? Quel est l'avantage de l'un et de l'autre? Le contact direct, c'est un contact qui va être fait sur une zone bien précise sans préalablement organiser ou prévenir le client. C'est une approche qui est assez utilisée principalement pour faire du porte-à-porte, pour des clients, pour faire des visites de clients, de particuliers à domicile. Cette visite auprès des professionnels peut être utilisée pour combler les vides dont on avait parlé au niveau de l'emploi du temps. Oui, j'ai un créneau horaire qui s'est libéré, qu'est-ce que je fais? Je peux éventuellement me lancer dans la prospection et donc faire un contact direct. Et bien sûr, il faut savoir que cette méthode, certes, elle est utilisée, mais elle est mal vue par les clients. Venir à l'improviste sans les informer à l'avance peut engendrer un désagrément, montrer un manque de professionnalisme ou carrément ne pas vous accorder le temps nécessaire pour réaliser l'entretien souhaité. La deuxième méthode, c'est la méthode annoncée. Elle est un peu mitigée, mais assez intéressante. J'informe de mon passage, mais je ne prends pas de rendez-vous. C'est faisable lorsque je m'adresse à des clientèles bien précises. Je m'adresse à des artisans ou je m'adresse à des commerçants. Si c'est des responsables d'entreprise, le fait d'annoncer votre venue, ça ne veut pas dire que vous allez le trouver sur place. Un artisan, un médecin, un professionnel, bon, tout ce qui est profession libérale, il se peut que la personne puisse vous consacrer le temps nécessaire. Enfin,
la méthode la plus saine, la méthode la plus utilisée, la méthode la plus recommandée, c'est le contact convenu. C'est-à-dire qu'à l'avance, je vais prendre rendez-vous pour pouvoir identifier un créneau horaire où la cible va être présente et qui va me consacrer, je suis sûr qu'elle va me consacrer le temps nécessaire pour réaliser mon travail. Première chose, cette méthode donne plus de crédibilité au commercial. Ça montre qu'il est professionnel, ça montre qu'il est organisé, ça montre qu'il sait ce qu'il veut, ça montre qu'il a une activité claire, que sa structure organisationnelle est saine, et donc ça va améliorer l'image de marque de l'entreprise et du produit qui est vendu. Elle permet aussi au commercial de préparer sa visite. En fonction de la nature du client, il va préparer ses outils de présentation, les produits de démonstration, etc. Planifier son temps. Ça me permet de mieux gérer son temps. Prévoir effectivement des déplacements. Je sais où, je sais de quelle heure à quelle heure et je sais qui je vais voir. Et bien sûr, ces éléments-là permettront, l'ensemble de ces activités permettront, ou l'ensemble de ces facteurs positifs permettront une amélioration de la rentabilité de l'activité du commercial. Plus le commercial est organisé, plus il donne une meilleure image du produit, de son travail et de son entreprise, et plus le client va être sensible à cette qualité de travail et qualité d'organisation. L'organisation de ces tournées. Effectivement, une fois j'ai pris mes rendez-vous, les prises de rendez-vous ne vont pas se faire de manière anarchique. Je ne vais pas aller au bout de la ville pour revenir à l'autre bout de la ville, pour revenir au nord ou au centre, ça n'a aucun sens. Et donc, il faudrait que lorsque je prends mes rendez-vous, je les planifie en fonction d'un itinéraire assez logique ou organisé de manière optimale. Différentes méthodes permettent effectivement de réaliser ces itinéraires. Et leur objectif, c'est de concilier entre les exigences du client, les volumes horaires. Il y a des gens qui préfèrent être rencontrés ou préfèrent le matin, d'autres qui préfèrent le soir, en fin d'après-midi ou entre midi et 2. Ça dépend des clients, mais aussi en fonction des impératifs du client, du commercial. C'est-à-dire que tout simplement, il faudrait optimiser par rapport aux coûts de déplacement, aux frais supportés, aux frais générés par les déplacements, etc. On avait dit qu'une fois j'ai identifié les clients, leur nature, en termes en genre et en nombre, qualité et effectif, il faudrait que je commence à préparer mon travail. Analyser ou mettre en place un itinéraire ou l'organisation de la tournée passe d'abord par une analyse du potentiel des clients. J'ai une visite, est-ce qu'elle est intéressante? Combien elle va me rapporter? La fréquence des visites, combien de fois il faudrait que je relance le client pour qu'il puisse signer mon bon de commande? Et enfin, quel est le coût de la visite? Combien ça va me coûter à chaque fois? Si ça me coûte trop cher par rapport à la marge que je réalise, c'est pas intéressant. Et donc, non, l'objectif, c'est de vendre aussi, oui, mais il faudrait que je dégage une marge bénéficiaire. Le potentiel des visites. Combien je peux réaliser de visites par période? On l'avait vu la dernière fois en disant que une estimation de l'activité par rapport au volume global que je peux réaliser peut me permettre effectivement de déterminer le potentiel de visite. Le nombre de visites potentielles étant tout simplement le temps disponible pour les visites par an et quelle est la durée moyenne de visite. J'ai 500 heures de visites par an, quand je fais un pourcentage en analysant un petit peu mon activité annuelle, et je sais qu'en moyenne, chaque visite me prend 1 heure. 500 divisé par 1, ça me fait 500 visites. Et donc, cette organisation va me permettre de dire, j'ai un potentiel de temps à consacrer, un volume horaire de temps à consacrer à mes visites, et ils me permettront effectivement d'atteindre mon objectif. La durée moyenne des visites n'est pas figée, c'est simple de dire 1 heure en moyenne par visite. Mais cette durée de visite peut être classée ou répertoriée par catégorie de clients, par type de produit. Il y a des produits qui sont simples, qui nécessitent un passage furtif, 5 minutes, 10 minutes, mais il y a des produits qui sont complexes et qui peuvent nécessiter 1 demi-heure, 1 heure, voire plus. Il y a des clients qui sont juste à côté de l'entreprise et qui nécessitent des temps de déplacement qui sont assez courts, alors que d'autres clients plus éloignés nécessitent des temps ou des délais de déplacement qui sont beaucoup plus importants. Tout ceci, c'est pour dire,
Une analyse effective de l'importance des clients, du volume d'activité, de l'organisation de mon travail va me permettre de dire quel est le nombre d'heures que je pourrais consacrer à mon travail. La fréquence des visites. Le nombre et la cadence des visites à réaliser par le vendeur dépendent de deux éléments. On a dit que, en fonction du produit que je commercialise, je peux accorder plus de temps ou moins de temps. En fonction de l'importance du client, je peux accorder plus de temps, moins de temps. Contacter un particulier qui va acheter une unité, un téléphone, et lui consacrer 1 heure, est-ce que c'est intéressant ou plus intéressant de contacter une entreprise qui, elle, va acheter 1000 unités et lui consacrer 2 heures? Ce rapport est différent, cette logique est différente, et donc automatiquement, il faudrait que j'analyse cette fréquence. La qualité du client ou des prospects dépend d'un certain nombre de variables. Il y en a trois variables. Première chose, quelle est la rentabilité des visites? Est-ce que, effectivement, en visitant, je dégage une marge bénéficiaire? Est-ce que c'est rentable? Combien je vais décrocher en termes de commandes, en termes de chiffre d'affaires, et combien je vais supporter en termes de coûts de visite? Ce rapport, cette analyse, permettra de dire, il y a des clients rentables, d'autres qui sont moins rentables. Privilégier la rentabilité peut être une mauvaise chose, mais il se peut des fois qu'un client, lorsque je le relance 1, 2, 3, 4 fois, le chiffre d'affaires au départ il est faible, mais une fois fidélisé, il se peut que le chiffre d'affaires devienne plus important et donc avoir une marge commerciale ou une marge bénéficiaire beaucoup plus importante. La solvabilité des clients est un élément aussi important. Certes, mon objectif est de vendre, mais mon objectif ultime, c'est d'encaisser, c'est d'être payé. Si le client ne paye pas, si le client n'est pas solvable, si le client a des retards de paiement ou exige à chaque fois des délais de plus en plus longs, il faudrait donc analyser ce point pour prioriser ses actions. Et enfin, le potentiel du client. On l'a dit au départ, il se peut que ce soit un client ou une jeune entreprise qui consomme peu, mais qui a un potentiel d'évolution qui est très important. Il a des besoins potentiels qui pourront être satisfaits par l'entreprise. Et donc tout ceci me permet de qualifier mes clients, de les classer, de les prioriser pour pouvoir par la suite organiser mes tournées et estimer le nombre de fois ou de visites ou de relances qu'il faudrait réaliser. La nature des biens. En fonction de la nature du bien, on pourrait identifier quelle est la fréquence des visites. Effectivement, on distingue des produits courants, de consommation simple. Ces produits, leur vente est assez, entre guillemets, simple, dans le sens où le consommateur ne prendra pas énormément de temps pour réfléchir à l'acquisition d'un stylo, à l'acquisition d'un parapheur, à l'acquisition de fournitures de bureau par rapport à l'achat d'un ordinateur ou d'une voiture ou d'une imprimante. Et donc, automatiquement, les produits simples sont des éléments qui nécessitent des visites assez réduites et où la possibilité ou la chance de réaliser une vente est assez courte dans la durée. Les produits complexes, ce sont des produits qui nécessitent une longue réflexion et donc qui peuvent nécessiter des relances régulières de la part du vendeur ou du commercial. Le vendeur, dans ce cas, a plus de chances de vendre si les fréquences des visites sont plus importantes. Les clients indécis, avec le temps, vont être convaincus, vont effectivement faire des comparaisons et prendre la décision d'achat à la fin. Pour schématiser tout ça, on pourra dire que pour les produits courants, si on analyse par rapport à une courbe, la probabilité de conclure une vente par rapport au nombre de visites, plus, c'est-à-dire si je ne conclus pas la vente au départ, au niveau de la première, la deuxième visite, en principe, c'est un client qu'il faut laisser ou relancer par la suite. Et donc, les chances de vente diminuent par rapport à la fréquence des visites. S'il est chaud, il achète au départ. Par contre, la probabilité de vente pour les produits complexes, effectivement, elle augmente avec le temps. Plus la fréquence de visite augmente, plus je ferai du pressing et je pourrai décrocher par la suite une commande. L'organisation des tournées. L'organisation des tournées nécessite des coûts, génère des coûts. Et effectivement, on va se poser la question sur comment on va déterminer le coût qui va nous permettre de dire est-ce que c'est rentable de faire des visites ou d'arrêter de visiter un client. La rentabilité est un élément important et pour laquelle il faudrait intégrer tout un ensemble de coûts. Comme ce que vous avez vu en comptabilité analytique, il n'y a pas que les coûts directs, il n'y a pas que les charges directes, il y a aussi des charges indirectes dont il faut tenir compte. C'est pour cela
que le coût d'une visite doit tenir compte non pas uniquement des frais de déplacement, des commissions et du salaire uniquement du commercial, mais intégrer tout un ensemble de variables. Des coûts directs liés aux vendeurs, salaire, frais de vie, charges sociales, etc. Des coûts liés à l'encadrement et à l'assistance commerciale. Une partie de l'activité de ces responsables est consacrée à l'organisation de son activité, à l'identification des objectifs, et donc il faudrait intégrer les coûts des responsables commerciaux, mais aussi tous les frais de fonctionnement du service, utilisation du matériel, locaux, secrétaires, etc. Donc tous ces éléments constituent le coût, déterminent le coût de frais de déplacement, les coûts de visite. Si on prend un exemple, si on prend en détail notre plan comptable, entre guillemets, on pourra dire que les éléments de calcul de la visite sont constitués dans un premier temps des charges salariales. Qu'est-ce que je touche comme salaire? Commission est fixe, mais aussi des charges sociales, les frais de vie, frais d'hébergement, restauration, déplacement, téléphone, etc. Les charges du personnel administratif, charges du personnel administratif et de direction, pourcentage consacré à l'encadrement, pourcentage consacré au secrétariat, les frais de gestion commerciale, fonctionnement carrément du service commercial, tout ceci constitue le coût global de la gestion du commercial. Et donc, le coût d'une visite, c'est un total frais de visite divisé par le nombre de visites réalisées au niveau d'une période, ce qui nous permet de dire, voilà le coût que je vais supporter par visite. Dernier point sur lequel on va intervenir, c'est l'organisation matérielle des tournées. Comment un commercial va organiser concrètement ses tournées sur le terrain ou au niveau du secteur qu'il va utiliser, auquel il est affecté. Déjà, il faudrait distinguer entre la notion de secteur de vente et de région de vente. Un secteur, c'est tout simplement le territoire qu'on va confier à un vendeur. On est dans une ville, vous êtes chargé du secteur sud, tel quartier qui va être visé. Vous êtes un commercial et donc automatiquement, je vais répartir plusieurs secteurs par rapport à mes commerciaux. L'ensemble de mes commerciaux constitue ma force de vente et ils travaillent sur une région de vente qui est chapeautée par un responsable de région, responsable régional ou responsable de succursale. Cette organisation permet une meilleure affectation des activités, mais exige une organisation, une planification et une identification claire de ces secteurs. Première chose, le secteur doit être bien délimité. Il doit être égaux en potentiel. Il doit être de taille raisonnable. Et enfin, il doit être de taille suffisante. C'est-à-dire, bien délimité. Il faudrait éviter qu'il y ait des chevauchements entre les secteurs, ce qui va créer, et des fois, des conflits entre les vendeurs. Le secteur est bien carré, bien déterminé, pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. Égal potentiel. Le volume potentiel des clients doit être équilibré en fonction de la taille du secteur, qui va permettre de dire le nombre, de donner un nombre de clients potentiels, un nombre de chiffres d'affaires potentiels, mais aussi l'identifier en fonction de la capacité du vendeur ou des compétences du vendeur. De taille raisonnable pour que le vendeur puisse réaliser des visites régulières. Si le secteur est trop large, certains clients vont être délaissés et donc ils vont être attirés par d'autres commerciaux ou des commerciaux des concurrents. Si le secteur est assez réduit, les clients vont être harcelés parce que je vais revisiter les mêmes clients tout le temps. Et enfin, la taille du secteur doit être suffisante parce qu'elle va permettre de générer des revenus suffisants pour atteindre les objectifs du client, du commercial et atteindre ses objectifs personnels et professionnels en termes de rémunération, mais en termes d'objectifs professionnels et de satisfaction de la clientèle. L'organisation des tournées. Une fois j'ai identifié mes secteurs, j'ai affecté mes secteurs, moi en tant que commercial, j'ai identifié mes clients, j'ai identifié leur poids, leurs caractéristiques, leur importance. Il faudrait que j'organise les itinéraires sur le terrain. Pourquoi organiser ces itinéraires? Première chose, maximiser le nombre de visites. Plus l'itinéraire est bien ficelé, plus je peux contacter de clients par jour. Assurer une présence optimale sur le terrain, être toujours présent, ne pas avoir de retard de relancement pour relancer
des clients, faire une prospection régulière et constante et assurer un suivi efficace des ventes sur le territoire. Pour pouvoir réaliser cette activité, le commercial doit tenir compte de l'étendue du secteur, large, réduit, la répartition géographique des clients, regroupés ou éclatés, la durée moyenne d'une visite, combien ça va me prendre par visite pour que je puisse planifier mon itinéraire, et le temps de déplacement pour passer d'un client à l'autre. Tout ceci fait en sorte que je vais avoir un itinéraire qui va être efficace pour pouvoir atteindre mes objectifs. Enfin, pour pouvoir organiser ces itinéraires, différentes méthodes sont utilisées, différentes techniques sont utilisées. Les plus fréquentes, c'est la tournée en spirale. Le commercial va balayer le secteur en commençant par l'entreprise et en s'éloignant au fur et à mesure, ce qui lui permet de couvrir sa zone géographique. Les tournées en marguerite. Le point de départ, c'est l'entreprise, mais je sors et je reviens toujours vers l'entreprise. Je sors et je reviens vers l'entreprise. Ceci est faisable lorsque les circuits ne sont pas très élargis et donc le délai de retour vers l'entreprise est assez court. En général, s'il est possible de revenir chaque soir, chaque fin de journée, c'est bon, ou bien revenir chaque fin de semaine. Et donc, je vais prévoir des itinéraires différents. La tournée en trèfle. La tournée en trèfle permet effectivement de cibler une zone, mais de toucher les différentes autres zones. Je me concentre principalement sur la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, au fur et à mesure, des fois par jour ou par semaine, ce qui me permet de réaliser une tournée au fur et à mesure. Et enfin, il y a la tournée en zigzag ou en ligne brisée. C'est un peu anarchique, mais ça me permet de passer d'un client à l'autre. Des fois parce que il y a une réactivité, il y a un client qui relance, il y a un client qui est chaud, il y a un client qui a un besoin qui se manifeste, et donc ça me permet de passer d'un client à l'autre sans respecter effectivement d'itinéraire fixe au départ. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah.